Bonjour tout le monde, bonjour les fidèles qui sont toujours là, les guerriers, les guerrières qui sont toujours là, toujours connectés avec Maman de Guerrière. Donc tous les mardis, j'ai un live avec soit un parent qui veut partager quelqu'un qui a vécu quelque chose de difficile dans la vie ou tout simplement des conseils de bien-être pour des parents, des mamans ou des futurs parents. Donc voilà, ce soir, on sera avec toi, Marie. Tu nous parleras un petit peu de ton parcours. Tu étais infirmière, au niveau en réanimation néonate. C'est ça, Donc, tout à je fait. n'ai quand même pas mal de mamans de préma sur mon Insta. Et aussi des parents qui ont eu la chance d'avoir des enfants à terme, nés à Tout à terme. fait. Donc voilà, donc, tout le monde retrouvera quelque chose ce soir dans tout ce qu'on va échanger. Avec plaisir, ça va être très intéressant. Ouais. Oui, donc si vous avez des questions au cours du live, n'hésitez pas. Marie répondra à toutes vos questions pour ce soir. Donc voilà, je te laisse te présenter dans un premier temps. Ça marche. Donc moi, je m'appelle Marie Tessier, je suis infirmière puéricultrice. Donc en gros, je suis de formation infirmière et je me suis spécialisée une année supplémentaire en puériculture pour m'occuper des enfants. Et tout de suite après mon diplôme, j'ai décidé d'aller travailler auprès des bébés prématurés en réanimation néonatale. Donc en gros, dans un service de niveau 3 qui avait des lits de réa, des lits de soins intensifs et à côté une petite unité de néonates. Et comme c'était un service pas énorme, voilà, en région, en banlieue parisienne, et ben, ça nous Mhm. permettait d'avoir un service un peu de taille humaine où les infirmières et les infirmières puéricultrices naviguaient entre l'AREA et les soins intensifs qui étaient regroupés dans la même unité et quelques mètres à côté, juste une porte battante séparant la néonate. Voilà, donc c'est ce que j'aimais beaucoup dans ce service, c'est de pouvoir accompagner des enfants finalement dès leur arrivée en réa, mais d'avoir aussi l'occasion, 1 ou 2 mois après, finalement, de s'occuper d'eux au moment de la sortie. De la sortie. Voilà, d'avoir toute l'évolution et c'est une spécificité du service dans lequel j'étais, c'était de tourner sur ces 3 unités. Et donc j'ai travaillé là-bas pendant 16 ans et l'année dernière j'ai décidé de quitter mon service pour me lancer dans l'aventure des consultations en libéral de puéricultrice en libéral, à domicile et à distance pour pouvoir accompagner les parents, donc de bébés nés à terme qui vont très bien mais dont les parents peuvent avoir besoin de soutien, et plus spécifiquement des bébés prématurés qui ont vécu une longue hospitalisation et où des fois en fait la transition avec la maison n'est pas évidente parce qu'on a eu l'habitude d'être vraiment chouchouté, accompagné, d'avoir une équipe auprès de soi et plus ou moins du jour au lendemain bah, on se retrouve un peu plus tout seul. Alors il y a des services où il y a des accompagnements avec des HAD, mais des hospitalisations à domicile, mais c'est pas vrai dans toutes les unités. Et par exemple, dans la mienne, il n'y avait pas ce type d'accompagnement. Donc je me D'accord. suis dit que voilà, j'avais l'impression du retour des mamans que ça pouvait être intéressant de proposer cet accompagnement-là, tout en sachant que je suis également diplômée en lactation humaine et allaitement maternel. Et donc moi, sur mes 16 années en réa néonate, j'ai aussi développé une expertise auprès de l'allaitement pour les bébés prématurés. Donc en gros, de la mise en place de la lactation, puisque ce sont des mamans qui tirent très longtemps, voilà, tu en sais quelque chose, avant de pouvoir mettre au sein. Et donc d'accompagner cette mise en place de la lactation, et puis après la mise en place de l'allaitement, et puis après pareil au moment de la sortie, c'est toutes ces angoisses autour du poids et de l'allaitement, et voilà, et des compléments et tout. Voilà. Il y a du bagage. C'est très bien, c'est très bien. Et tu me disais que tout à l'heure que, alors dans le service où tu étais, donc tu faisais de l'arrivée de l'enfant, de l'arrivée jusqu'à la sortie. Mais par là, il y a des liens qui ont été créés. Il y a quand les enfants ils partent, ça se passe comment pour toi directement? T'as pas un pincement au Alors cœur parce que quelque part effectivement, t'es content, bon ben ils vont mieux, oui, ils vont rentrer chez eux, les parents sont contents. Mais est-ce qu'il y a un lien qui a été créé quand même qui fait que ça fait un petit pincement au cœur ou pas? alors oui, bien sûr, en fait, on a un lien qui se crée déjà par le fait qu'on est souvent référent d'un bébé, c'est-à-dire qu'on essaye de s'occuper du même enfant pour qu'il y ait une continuité dans les soins pour les Hum, parents et pour le bébé. Donc déjà, quand on fait plusieurs jours de suite, on garde les mêmes enfants. Et puis bah, quand on revient, on essaye de s'occuper de ceux qu'on connaît, comme ça c'est plus sécurisant pour tout le monde et c'est agréable. Donc on crée forcément des liens et on fait partie de cette parenthèse de vie de la famille en fait.
Après, on a une distance professionnelle parce qu'on ne peut pas non plus tout recevoir de plein fouet parce qu'il y a des histoires qui sont parfois plus compliquées que d'autres Mhm. et on accompagne ces familles autant dans les joies que dans les inquiétudes et des fois dans les deuils. Donc il faut savoir trouver effectivement cette juste limite d'accompagnement mais en même temps de se préserver soi-même puisque quand ça fait 16 ans qu'on travaille, on a un sacré bagage d'histoire. Mais effectivement, après, il y a certaines familles avec des liens plus spécifiques que d'autres parce qu'on a été présente à un moment qui était important pour ces parents-là. Ouais. Le premier pot à pot, le moment du bain, pour peu que ce soit... Parce qu'après, il y a des affinités. Ça veut dire qu'on a des gens avec qui on a un petit truc en plus qu'on n'a pas Oui, forcément avec oui. d'autres. Et donc, c'est vrai qu'on aime bien en tant que soignante dire, ah bah tiens, c'est moi qui ai accompagné ce premier bain-là et j'ai participé à ce moment de plaisir et j'étais contente de pouvoir leur apporter ça. Et donc, effectivement, le moment de la sortie, en fait, ça reste... Enfin, moi, j'ai jamais trouvé ça triste parce que les gens qui avaient envie de continuer à nous donner des nouvelles, ils le faisaient. Donc, en fait, comme il y a encore des consultations où les parents reviennent, ou alors il y a des injections pour le Synagis, ou alors il y a des choses comme ça, on sait que s'ils ont envie, ils peuvent revenir dans le service, nous donner des nouvelles. Donc, en fait, c'est pas vraiment un adieu quand ils sortent, c'est plutôt un au revoir, et on est plus porté par l'enthousiasme de se dire, ça y est, on l'a accompagné, et ça y est, ils sortent enfin, ils sont chez eux. Moi, quand enfin, j'ai fait quand même 6 mois en néonat, et enfin, entre l'arrêt et, voilà. Et c'était très, très, très convivial, les infirmières, enfin, toute l'équipe, hein, c'était top, super top. Et on avait vraiment créé d'ailleurs, bon, bah, je sais pas si tu as pu visiter un petit peu mon feed, tu vas voir, j'ai des photos d'infirmières que j'ai encore, que j'ai postées. Et c'est franchement toutes, franchement merveilleuses. Et on avait quand même un lien parce que des fois, on parlait même autre chose que le soin, que la Bien sûr. maladie, que voilà. Donc, elle prenait un peu le rôle d'un psychologue, elle jouait un petit peu le rôle de psychologue et ça faisait vraiment du bien. Euh, Auprès de nos enfants, enfin de mes enfants, elle était vraiment, vraiment, vraiment présente. Et sans pour autant, ben, comme on a parlé de place des parents, hein, sans pour autant que moi je me suis sentie reculée par rapport à mon poste de mère, mais au contraire, elles m'ont rassurée, elles m'ont laissé faire quoi. Maintenant, je peux dire que je suis diplômée entre guillemets. Oui, oui, c'est Oui, vrai. j'ai appris pas mal D'une de certaine termes, manière, mais bien sûr. voilà, j'ai appris à faire certaines choses. Je connais le scope, je sais regarder le scope. Maintenant, j'ai pris l'habitude, hein, même pour les adultes, quand je vais à l'hôpital, je regarde le scope, je regarde si la saturation elle est bonne, voilà. Et c'est vraiment sympa, vraiment. Oui, c'est vrai qu'il se crée des choses parce que ce que j'aime bien dans ce type de service, et c'est pour ça que j'y suis restée si longtemps, c'est qu'à la différence d'hospitalisation courte où on n'a pas forcément l'occasion de tisser des liens, bah là, effectivement, sur des Oui. hospitalisations longues, il y a certaines familles où on va suivre en parallèle l'avancée des travaux à la maison, ou alors quand des fois, je sais pas, le papa va reprendre le travail, du coup, bah, on aura une petite pensée pour le papa et on lui dira alors comment ça s'est passé. Enfin, heureusement Mhm. que sur des hospitalisations longues, la vie quotidienne et autour rentre aussi et qu'on n'est pas que dans les soins. Oui, Parce que ben, moi, c'est je trouve super. que prendre en charge en fait un enfant, ça c'est un peu une philosophie de la puéricultrice, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en charge en fait, on soigne juste l'enfant et Mhm. sa maladie, sa pathologie. On ne fait pas que des soins techniques. En fait, prendre en soin un enfant, c'est le prendre dans sa globalité. C'est-à-dire de prendre cet enfant-là, son environnement familial, son papa, sa maman, sa fratrie et la vie qui l'attend. C'est-à-dire que quand tu t'occupes d'enfants qui sont plus grands, par exemple, qui viennent en pédiatrie, tu te dis, cet enfant-là qui a par exemple, je sais pas, 6 ans, comment il vit chez lui? Là, il est à Mhm. l'hôpital parce qu'il y a telle maladie. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour pouvoir recréer quand même ce dont il a besoin et son quotidien ordinaire? Donc, dans son quotidien ordinaire, il y a ses parents, donc voilà. Il y a son petit frère, donc le petit frère, il faut en prendre compte. Il adore le foot, donc ça fera partie de... Voilà. Donc, bien sûr, on est là pour faire les soins. Mais la façon de mieux l'accompagner, c'est vraiment de l'imaginer dans sa globalité. Et donc là, le bébé qui vient de naître, il n'est pas encore inscrit dans une vie quotidienne, mais Mhm. il est inscrit déjà dans un projet de vie des parents. Donc effectivement, on prend en compte aussi ses parents, la fratrie, ce qui l'attend à l'extérieur au niveau de la maison, des travaux, du travail du papa ou de la maman. Enfin voilà, c'est très important. Donc ça fait partie du quotidien aussi.
En tout cas, vous faites un travail merveilleux. Je sais pas s'il y en a d'autres. Ah, je sais qu'il y en a une, la Katilaya, et je sais qu'elle travaille à l'hôpital. Toutes les infirmières, les soignantes, les puères et tout. Vous faites un travail pédiatre, sage-femme, tout. Vous faites un travail remarquable auprès de nos enfants. Vous rendez heureux pas mal de familles. Franchement, moi personnellement, je vous remercie de tout cœur. Et je pense que tous les parents doivent être aussi reconnaissants pour le boulot que vous donnez, parce que c'est vraiment du travail. C'est vraiment du Alors travail. effectivement, c'est un travail et après on y met un peu de notre personne aussi. Voilà, Voilà, donc c'est vous le donnez juste tout. équilibre. Voilà. Voilà, vous donnez tout. Donc, c'est juste merveilleux ce que vous faites. Voilà, merci au personnel soignant, nous a dit Universa Audrey. Merci. Donc, voilà, je vous fais un clin d'œil sur ce live parce que franchement, vous êtes top. Et moi, personnellement, grâce au personnel soignant, ben, je suis une maman comblée aujourd'hui. Je suis une maman heureuse vu mon histoire. Donc, voilà. Et le jour que j'ai quitté la néonate pour revenir, j'ai pleuré, mine de rien. Mm. Mine de rien. Souvent les mamans, en fait, c'est toujours un petit peu paradoxal. Elles attendent énormément ce moment-là. Alors, les mamans et les papas, hein. Et puis, Oui, quand on se rapproche des derniers jours, il y en a certaines qui sont vraiment très excitées et tout. Il y en a d'autres où finalement, finalement, je suis plus trop sûre. Et le jour même, en fait, il y a une émotion, surtout quand ça a été très long, il y a une émotion qui est très très forte parce que c'est quand même une séparation et c'est normal en merci fait, hein. Audrey. C'est normal de l'accompagner, c'est normal de se sentir triste alors qu'on est quand même content de les récupérer à la maison. Enfin, voilà, Oui, on c'est est sûr. quand Moi, même j'étais avec contente. l'émotion. J'étais contente sur ce sens, en ce sens pour rentrer à la maison. Enfin, ça a fait quoi? J'ai fait Halloween, j'ai fait Noël, j'ai fait Jour de l'An, j'ai fait Saint-Valentin et après je suis rentrée. Donc du coup, ouais, j'ai tout eu là-bas avec eux. Bon, j'ai tout fait avec eux en plus, hein. Il y a toujours un truc qui est organisé à chaque événement et tout. Franchement, c'était super. Mais le jour où je vais partir, j'étais totalement excitée, j'étais toute contente. Et la veille, j'étais en chambre mère-enfant. C'est comme ça qu'on appelle, hein, c'est ça, Oui, mère-enfant. Et j'appréhendais quand même parce que surtout pour la première, c'est elle qui est censée la dernière de l'hôpital. Et elle a eu beaucoup de complications au niveau de la respiration et tout. Et j'appréhendais un petit peu. Donc, du coup, ils m'ont même donné toute la machine à la maison. Je les ai encore d'ailleurs. J'ai la salle, j'ai l'oxygène, j'ai tout à la maison. Et donc, du coup, j'ai eu du mal à partir parce que je me suis dit que c'était comme une famille, n'empêche. Et l'infirmière qui était là, elle s'appelait Nina. Enfin, elle s'appelle Nina. Et elle était super. On a passé toute la nuit. Bon, c'était très calme ce jour-là dans le service. Donc, du coup, on a passé la nuit à discuter. Et, j'ai pas dormi et tout. Mais elle m'a vraiment rassurée parce que j'avais vraiment peur. Et je suis partie, mais le jour où je partais, j'avais des larmes. c'est En normal. fait, c'était un mélange de sentiments. J'étais contente, j'appréhendais en même temps, et en même temps, je me disais, bon, ben, je reverrai plus cette équipe qui a été aussi une famille. Oui, Donc qui a fait voilà. partie, voilà, qui a partagé un moment de vie autre Voilà. en Ben, émotion. Et c'est une famille qu'on adopte parce que notre famille à nous, on ne voyait pas, enfin, moi personnellement, je ne voyais pas forcément ma famille vraiment. oui, beaucoup moins en fait, Voilà, c'est ça. on passe les journées à l'hôpital, effectivement. Voilà, c'était quasiment à l'hôpital et la famille, ben, c'est très peu, hein, vraiment, vraiment rarement que je les voyais. Après, une fois rentrée à la maison, oui. Mais pendant l'hospitalisation, c'était vraiment à l'hôpital. On a un commentaire, donc j'ai ma deuxième fille porte le prénom de la sage-femme qui a passé 14 heures avec moi. Oh, c'est mignon ça! C'est pareil, ça crée des liens hein, au moment du Voilà, travail, de voilà, l'accouchement. c'est vrai. Moi, je suis pas la seule. Alors. C'est super, super, super. Waouh. Ouais, elle doit être contente. Elle doit être contente, cette sage-femme. Ah, c'est mignon, ça. C'est un beau cadeau. Donc, alors, on va continuer. Donc, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu toi, en fait, dans ton parcours, comment ça s'est passé par rapport à la place des parents? Pour toi, tu vois Oui. comment ça se passe un petit Alors, moi, la façon dont j'ai envisagé les choses dès ma formation, je vais prendre un exemple. Quand j'ai été à l'école d'infirmière, on nous apprenait à piquer avec des gants. Et c'était le peu? grand débat à l'époque où les professionnels ils piquaient pas forcément avec des gants en disant oh là là on sent moins bien, c'est compliqué et tout. Et moi je m'étais dit à l'école d'infirmière, bah, je vais apprendre tout de suite à piquer avec des gants, comme ça j'aurai pas d'autre façon de faire et je serai obligée de faire comme ça et ça me posera plus de questions. Et quand je suis rentrée à l'école de puéricultrice, je me suis dit
la place du parent, elle est essentielle auprès de son enfant. Donc, dès aujourd'hui, je vais apprendre à m'occuper d'eux en les incluant dans le soin. Ça veut dire qu'il ne faut pas que ce soit un problème pour moi d'avoir des parents à mes côtés quand je fais un soin. Si à chaque fois que je fais un soin, j'ai les parents à côté, et ben après, voilà, parce que souvent le soignant, c'est quand même pas évident sur certains soins, il n'est pas forcément sûr de lui, il y a des prélèvements qui sont très compliqués, et ça stresse d'autant plus de sentir la présence du parent qui est au-dessus, et qui des fois est stressé, ce qui est tout à fait normal, et qui va faire des petits bruits dès que l'aiguille elle approche et tout. Et donc, en fait, c'est vrai que le soignant se sent une responsabilité supplémentaire quand il y a le regard. Voilà, c'est comme s'il y avait un Ouais, maître qui regardait ce qu'on fait, et là, c'est oui, différent parce que oui, c'est son bébé, c'est voilà. Et donc, je suis partie avec cette philosophie-là et je l'ai toujours gardée. Et alors, je ne cache pas qu'il y a des fois où j'ai eu des sacrés suées quand j'avais des enfants difficiles à prélever et que les parents étaient à côté. Mais j'ai vraiment gardé cette façon-là de voir les choses qui avait été... Parce qu'en fait, je ne sais pas si tu connais l'association Sparadra, qui est une association qui prend en charge la douleur des enfants et qui accompagne la douleur des enfants et qui accompagne les soins pour les enfants et qui justement motive beaucoup les équipes à faire les soins en compagnie des parents. Parce qu'en fait, les parents sont des partenaires de soins. Surtout quand les enfants vont être plus grands, en fait, l'enfant sera beaucoup plus rassuré dans les bras de ses parents. Mais des fois, les soignants, ils ont peur qu'en gros, le parent, il panique, que le parent, il empêche le bon oui. déroulement du soin. Ou alors qu'il fasse une faute, qu'il fasse tout recommencer quand il y a un champ stérile. Ou, enfin, voilà. Et en fait, cette association-là, ça fait plus de 10 ans qu'elle fait de l'information pour dire, bah non, au contraire, c'est-à-dire que si vous avez des parents, les enfants sont plus détendus, il faut faire les soins dans les bras. Et voilà. Donc, je suis partie dans cette idée-là. Et avec aussi cette philosophie qu'on nous avait enseignée à l'école, que en fait le bébé a besoin de ses parents. Et donc en fait le parent est un partenaire des soins, parce qu'effectivement il est indispensable pour que le bébé aille bien. Donc le bébé quand il naît prématurément, il est immature pour plein de choses, et effectivement il y a besoin de machines, il y a besoin de scope, il y a besoin d'oxygène et tout ça, ce que le parent ne peut pas faire à la place des machines. Mais en fait, ça fait plusieurs années maintenant qu'on arrive à prouver par des études que le parent aussi est indispensable dans la prise en charge de l'enfant et dans l'évolution favorable de l'enfant. Voilà, ça fait partie après de tout ce qui va être soins de développement. Les soins de développement en réa-néonate, c'est le fait de faire attention au bruit, faire attention à la lumière, faire attention au goût, à l'odeur, respecter le rythme de l'enfant. Voilà, toutes ces choses-là qui font qu'il va mieux se développer, mieux grossir, évoluer mieux. Et ben, entre autres, il y a le fait que les parents soient partenaires de soins. Parce que si les parents sont partenaires de soins, alors c'est pas qu'ils fassent les soins à la place et puis l'infirmière, elle part, c'est pas du tout ça. Mais qu'ils puissent avoir l'occasion, quand ils en ont envie, d'être présents pour les soins. Et de la même manière, j'ai toujours trouvé très important de dire aux parents, parce qu'après, il ne faut pas tomber dans l'excès de se dire, faut que les parents fassent les soins, allez-y, changez la couche. Bon, écoutez, ça fait 15 jours qu'il est né, vous n'avez toujours pas changé la couche. Faire un soin, c'est pas forcément changer une couche. C'est-à-dire que les couches, on en changera des milliers plus tard, c'est pas la priorité. Mais par contre, pouvoir prendre le temps pour accompagner la main de la maman dans la couveuse la première fois pour qu'elle ose toucher son bébé, lui faire une place devant cette couveuse et prendre le temps pour que juste elle rentre les mains. Et de dire, voilà, moi je vais faire les soins, mais mettez vos mains avec moi parce que vos mains, elles ont une importance essentielle pour que votre bébé il aille bien. Voilà. Donc c'est de cette façon-là que j'envisage les soins en fait. C'est vraiment important ça, ce que vous dites. Alors j'ai encore Audrey, elle dit c'est vraiment top ce que tu dis, hein. C'est vraiment top comme vision et vous en parlez avec le cœur. Merci. Mais c'est vrai, c'est quelque chose, en fait, je défends vraiment ça. Alors, du coup, j'en profite quand même pour dire, pour rappeler, parce que je suis allée rechercher exactement les textes. Hein. Il y a une charte européenne des droits de l'enfant hospitalisé. Et cette charte européenne, elle date de 1986, donc elle commence à dater. Et le deuxième article de la charte de l'enfant hospitalisé, des droits de l'enfant hospitalisé, c'est un enfant hospitalisé a le droit d'avoir ses parents ou leurs substituts, quand les parents ne sont pas là, auprès de lui jour et nuit, quel que soit son âge ou son état. Donc, ça veut dire qu'en fait, on n'a pas à se poser la question sur la place des parents. Légalement, en tout cas, cette charte européenne, parce qu'après, je ne suis pas juriste et je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais enfin, il a été dit que les parents, il fallait qu'ils soient auprès de leurs enfants.
et qu'il fallait les encourager, ça c'est le troisième article, à rester en les aidant de façon matérielle, en leur évitant une perte de salaire, en finançant si possible, pour qu'ils puissent se détacher et être présents au cours de l'hospitalisation. Et le quatrième article, c'est que l'enfant, quand il est plus grand, mais sinon ses parents, doit recevoir les informations sur la maladie d'une façon adaptée à sa compréhension pour pouvoir participer aux décisions qui le concernent. Donc sur les droits de cet enfant qui vient de naître, même s'il a un jour, même s'il est prématuré, il a le droit d'avoir ses parents avec lui sans limite d'heures, de jours, de conditions. Voilà. Donc à côté de ça, les soignants, ils sont dans le devoir d'accompagner ses parents. C'est-à-dire qu'en néonat, c'est un petit peu différent de tous les autres services. Quand vous faites une démarche de soins en tant qu'infirmière, par exemple, j'ai un patient, alors monsieur machin, quels sont ses besoins, quels sont ses... Voilà. Quand on est en néonat, notre patient, c'est le bébé, mais on ne peut pas le couper de sa maman et de son papa. Donc oui, il a ses besoins propres, mais comme à la naissance, un enfant, son premier besoin, c'est sa mère, et ben, on ne peut pas l'envisager sans envisager la maman avec. Voilà, c'est très important. Donc à nous, soignants, d'apprendre à inclure les parents dans le soin, mais en respectant leur rythme. Parce que c'est pareil, tous les parents n'ont pas forcément envie de toucher leur bébé tout de suite, ou de changer la couche, ou de le prendre dans les bras, et il faut individualiser ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber dans l'excès inverse en disant c'est le deuxième jour, allez hop, on change la couche. Voilà, il faut être à l'écoute des parents et il faut réussir à leur laisser cette place-là. Moi, j'ai pris un peu de temps, pas beaucoup, mais j'ai pris un peu de temps. C'est juste parce que j'avais peur de lui faire mal. Vu le terme, elle n'avait pas encore 5 mois, elle était toute petite, mais vraiment une petite crevette. Et donc, du coup, pour changer la couche le premier jour, j'ai dit non, je préfère voir. Le deuxième jour, j'ai dit j'attends. Et je crois que vers le quatrième jour, peut-être que j'ai pu faire. J'ai pu le faire. Alors, Papa a pris beaucoup plus de temps, oui. Alors, les papas prennent toujours un peu plus de temps. Alors après, on a des papas qui se sentent obligés ou qui... Alors, chacun chemine à sa vitesse, mais des fois, quand on a des mamans qui ont eu des prééclampsies, qui sont hospitalisées, qui vont mettre un petit peu de temps avant de pouvoir venir dans le service, et ben on a des papas qui commencent les soins avant les mamans. Et des fois, sur des situations un peu compliquées, on a des papas qui font les premiers pot à pot avant les mamans, parce que sinon ça mettrait trop de délai. Donc on a des fois, effectivement, ces papas qui se retrouvent dans une inversion des rôles, où finalement c'est eux, et qui après vont montrer à leur épouse, enfin à leur conjointe, en disant bah, regarde la couche, on fait comme ça et tout, et du coup c'est encore mieux, parce que c'est le papa qui montre. C'est le papa qui montre. Et, voilà. Et ça c'est vraiment bien, mais c'est vraiment important de suivre le rythme de la personne, et puis d'être vigilant en tant que soignant. Quand la maman, ça fait une semaine et qu'elle n'a toujours pas réussi à mettre les mains dans la couveuse, c'est qu'il y a un problème un peu plus profond. Moi, j'aime bien aussi préciser aux nouvelles infirmières, les mamans qui arrivent toujours à des horaires décalés pour les soins. Parce qu'on sait qu'on va essayer de respecter le rythme de l'enfant, donc on a des horaires de soins, et pendant ces soins-là, on essaye de tout regrouper, le change, l'alimentation, les boissons et tout ça. Il y a des mamans, systématiquement, quand les soins sont à 14h, elles sont là à 15. Et alors à chaque fois on leur dit écoutez, là c'est dommage, il s'est rendormi, je savais pas que vous veniez, j'ai déjà fait les soins et tout. Puis on se rend compte en fait que pendant toute la semaine il n'y a pas une seule fois où elle arrivait à l'heure. Et à chaque fois elle dit non mais c'est pas grave, le réveillez pas et tout. Donc c'est intéressant de prendre le temps pour causer avec elle et de se rendre compte qu'en fait c'est peut-être pas un hasard qu'elle aille toujours en décalage. Et voilà, et moi j'ai déjà des mamans comme ça qui sont arrivées, elles arrivaient à chaque fois avec une heure de retard et je leur ai dit ah bah formidable, je vous ai attendu, on va pouvoir faire les soins ensemble. Et là on sent et de dire mais vous inquiétez pas, je suis là et on va faire ensemble. Et donc de mettre les 4 mains dans la couveuse. Et en fait, de ne pas mettre d'objectif. L'objectif, c'est pas de changer la couche. L'objectif, c'est d'être là. Puis elles commencent juste par ouvrir la couche. Ou alors, elles vont juste nettoyer avec le coton. Et puis, au fur et à mesure, de prendre le temps et tout. Et qu'elles se rendent compte qu'elles sont capables de le faire. Qu'elles ne vont pas faire mal à leur enfant. Parce qu'en fait, il y a déjà cette culpabilité d'avoir accouché trop tôt. Et donc, on ne veut pas rajouter le fait de je vais leur faire mal. Et je préfère que ce soit... Alors, elle me disait, je préfère que ce soit vous, vous le faites mieux. Alors, je dis, moi, je le fais peut-être mieux. La couche, elle tiendra peut-être mieux. Mais lui, il préfère que ce soit vous, même si la couche, elle est bancale et qu'elle fuit. Voilà, il préférera toujours que ce soit les mains de sa maman qui connaît, plutôt que les mains d'une infirmière, même si c'est plus rapide. Et voilà, c'est pas la façon dont la couche est mise, quoi. Comme tu viens de dire, les mains de maman qu'il connaît. Mais admettons que c'est vous qui faites les premiers soins. Nous, on n'en touche pas encore. Donc, du coup, c'est quelle main qui va reconnaître la nôtre ou le vôtre?
Alors en fait, il Euh, va connaître la façon dont on touche nous. Après, les premières fois, on touche nous. On est plusieurs équipes dans la journée. En fonction du temps de travail, on est deux ou trois équipes par 24 heures. S'il y a 3 jours, il peut y avoir jusqu'à 6 personnes différentes qui sont occupées de ce bébé. Par contre, ce que nous, on n'a pas, c'est la voix de maman, l'odeur de maman. Pour peu que pendant la grossesse, la maman allait poser ses mains sur son ventre et que le bébé se soit mis contre les mains, moi, j'aime bien penser qu'il connaît déjà cette façon de toucher. Il y a la façon de toucher de papa, il y a la façon de toucher de maman qui n'est pas la même. Et très vite, en fait, la voix de la maman et du papa, hein, quand je dis la maman, je résume, hein, mais la voix de la maman, ça va être celle qui revient toujours régulièrement, tous les jours. Alors que les soignants, ils ne sont pas là tous les jours. Donc, au final, cette constante, tous les jours, ça va être les parents. Parce que même s'ils sont là qu'une heure, c'est ce qu'il y a tous les jours qui revient pour le bébé. Et comme il reconnaît après l'odeur, le son de la voix, ou alors en peau à peau, il va reconnaître, enfin, il va avoir cette habitude du rythme cardiaque, de la respiration, enfin, c'est des souvenirs qu'il avait in utero, bah, il associera forcément ses mains. Et puis, en fait, au-delà du toucher, il y a l'intention avec laquelle on touche le bébé. Et nous, on a beau être des infirmières et être pleine on est pleine d'attention, pleine d'émotion pour ce bébé, parce que c'est pas juste un bébé comme ça qu'on change et tout, on y met de l'amour et du cœur. On n'est pas la maman. Et l'intention d'une maman qui s'occupe de son bébé, c'est pas l'intention d'un soignant qui s'occupe du bébé. Donc c'est vrai qu'on n'aura pas la même émotion et le bébé il ressent ça. Donc il reconnaît forcément après quand c'est sa maman. Alors après je dis pas qu'il va la reconnaître Oui. la première fois qu'elle arrive, mais il y a des études qui ont montré que le bébé reconnaît l'odeur de sa mère parmi plein d'odeurs maternelles, la voix de sa mère qu'il préfère. Plusieurs voix qu'appelle le bébé, il va préférer la voix de sa mère. Donc oui, bien sûr, c'est certain qu'il y a quelque chose de différent, quoi. Et ça, après, c'est juste magique. Oui, c'est bien fait la nature quand même. Oui, voilà, Alors, c'est ça. après, ce qui est peut-être intéressant quand même, je vais en profiter pour en parler parce qu'on s'occupe aussi des bébés qui sont nés sous le secret et qui du coup n'ont pas leur maman, parce que là je dis beaucoup que la place de la maman elle est importante, que le Oui, oui. bébé il la connaît, etc. Pour les bébés qui sont nés sous le secret ou bébés X, hein, les bébés sous X qui sont abandonnés par leur maman, en tout cas laissés pour être adoptés, effectivement, ils peuvent être perturbés parce qu'il n'y a plus ce contexte qu'ils ont connu pendant toute la grossesse. Mais en fait, l'enfant, il a besoin d'un substitut, de quelqu'un qui va prendre soin de lui. Donc en fait, s'il trouve un relais avec quelqu'un qui s'occupe suffisamment bien de lui, qui lui apporte de l'amour, qui va, voilà, parce que quand on a des bébés nés sous X, on va leur parler beaucoup plus, on va leur raconter leur histoire, il va y avoir des psychologues qui vont venir leur raconter leur histoire, on va leur dire ce qui s'est passé, que c'est pas de leur faute, que la maman, elle pouvait pas faire autrement et que c'est parce qu'elle l'aime très fort qu'elle a pris cette décision-là. Enfin, on accompagne avec un bain de parole, etc. Et ben, ces bébés-là, ils vont quand même trouver des référents qui vont les sécuriser et ce qui va leur permettre après de quand même se construire correctement jusqu'à obtenir après une famille d'accueil et développer après une relation avec une maman qui l'adopte en fait. Donc même quand les mamans ne sont pas là tout de suite, par exemple les mamans hospitalisées avec des papas qui ne peuvent pas venir, etc., on ne risque rien. Ce bébé ne va pas être traumatisé si le soignant qui s'occupe de lui l'accompagne et lui explique la situation et lui dit que voilà, maman elle est là, voilà ce qui s'est passé, elle arrivera plus tard, voilà. C'est pour contrebalancer parce que sinon quand on dit que la maman elle est essentielle, qu'il la reconnaît, etc., c'est pas tout à Mhm. fait vrai. Bah, après on risque de s'inquiéter en disant mais quand il n'y a pas sa maman, le pauvre il doit être perdu. Oui, oui, Voilà, oui. effectivement il faut accompagner pour que ça se passe bien. D'accord. Ah, ça, je savais pas. Ouais. Ah, mais ça, c'est bien. C'est une bonne chose d'accompagner ses enfants. C'est vrai que j'y avais pas pensé aux enfants nés sous X. Mais on laisse une place, effectivement, il y a quand même une place pour la future maman. Là, elle existe quand même, on parle d'elle en fait. Enfin, l'enfant se construit quand même avec un repère en fait. Voilà, il y a quand même D'accord. une place. C'est-à-dire que là, ta maman, elle ne peut pas s'occuper de toi, Du mais coup, il y a une maman qui t'attend. la voix de cette maman qui va l'adopter, comme on parlait tout à l'heure de toucher, du son de la voix de la maman,
C'est une nouvelle maman qu'il ne connaît pas du tout. Donc, dans le ventre, il entend les sons, il sent le toucher de la maman, il n'a rien reconnu. Donc, est-ce que souvent, ils arrivent à se connecter directement ou ça se passe comment entre la Bah, relation entre le bébé et la maman et la nouvelle maman? alors là, après, c'est peut-être plus une psychologue spécialisée qui pourrait raconter comment ça se passe et tout. Mais en fait, le bébé, il a besoin d'un environnement sécurisé. Il a besoin de sentir qu'on l'aime, qu'on s'occupe de lui, qu'on répond à ses besoins. Voilà, donc le portage, le fait de lui expliquer les choses, le fait de faire les soins de base d'hygiène, le change, l'alimentation, le sommeil et tout. Mais après, dans toute adoption, il va y avoir des périodes de rencontre entre les personnes, donc soit les familles d'accueil, soit les pouponnières qui s'occupent des enfants, et les futurs parents, où en fait on ne donne pas directement un bébé à ses parents, il y a des rencontres au préalable, on fait connaissance, et ça se fait dans un cadre avec des professionnels adaptés, des psychologues, où on explique à tout le monde, voilà, on ne fait pas juste une transition. Donc c'est très accompagné. Et du coup, ça se met en place voilà, au fur et à mesure. Ouais, parce que je me disais que si je posais des questions par rapport à l'enfance, il allait se sentir très bien ou pas, comme les bébés qui naissent avec leurs parents Mm. biologiques. Oui, oui, il faut effectivement. En fait, moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir plein de choses très compliquées au moment de la naissance, mais que du moment où la personne ressource du bébé explique ce qui se passe, la parole est vraiment très importante. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les enfants comprennent pas, et c'est pas très très récent finalement enfin c'est pas très comment ça fait pas très longtemps qu'on commence vraiment à se dire il faut parler au bébé. Dolto, elle l'a dit il y a un petit bout de temps, mais le temps que ça chemine et qu'on se rende compte que c'est vrai, effectivement il faut parler aux enfants. Alors ils vont pas comprendre directement le mot qu'on Oui, emploie, mais ça fait un espèce de bain de langage. Puis moi j'ai tendance à dire aux mamans, même si on sait pas comment ça marche, faites-le, ça coûte rien quoi. Déjà vous en tant que maman, ça vous fait du bien de lui parler. C'est-à-dire que par exemple, on parlait de trouver sa place de parent. Il ne faut pas hésiter à dire bah, écoute, maman, elle a un petit peu du mal à devenir une maman, mais tu sais, c'est pas de ta faute. Et puis, ça va prendre un peu de temps, mais je vais y arriver. Et puis, on m'accompagne. Voilà. De pouvoir dire au bébé ses émotions, parce que le bébé, de toute façon, il ressent que c'est compliqué pour la maman ou pour le papa. Et du coup, le verbaliser, et ben, on s'est rendu compte que ça aide beaucoup et que c'est très très important à dire. Et ça, c'est valable aussi pour des bébés qui naissent à terme et où on n'est pas séparés. Parce que devenir parent, déjà de base, alors il y en a qui vont se sentir parents dès qu'ils voient les deux barres sur le test de grossesse. Il y a des mamans qui, un mois après avoir accouché, ont encore du mal à se dire c'est le mien, enfin il sort de moi, c'est mon bébé, je suis sa maman. Et on a chacun, pareil, son rythme pour devenir parent. Il n'y a pas de normes. Et il faut vraiment être indulgent avec soi-même et prendre son temps. La prématurité, du coup, c'est encore plus compliqué parce qu'on n'a même pas eu le temps de finir la grossesse, que déjà on se retrouve maman. Donc il faut vraiment beaucoup d'indulgence et de dire au bébé, bah moi ce qui est sûr c'est que je t'aime, mais il faut qu'on apprenne à se connaître et il me faut un petit peu de temps pour atterrir et me rendre compte de ce qui s'est passé. Donc on va faire ça tout doucement et puis on prendra le temps, mais on va tisser des liens et voilà, et se retrouver. et les liens se tissent pendant le moment du pot à pot. Oui, tout Pendant le à pot fait. à pot, Le les pot à liens se pot, tissent. Ça, c'est un instant vraiment magique. C'est tout ce que j'ai aimé pendant cette période. Parce que même si elle désaturait ou autre, et une fois qu'elle est sur moi, elle remontait, c'était au top. le pot à pot est vraiment formidable et il faut vraiment encourager les parents à le À le débuter faire. parce que la première fois c'est très très stressant et on a l'impression qu'on va pas être capable et qu'on fera mal et en fait il faut se laisser porter par les soignants qui ont l'habitude de faire du pot à pot et après effectivement beaucoup de mamans disent qu'elles se construisent en tant que maman déjà qu'elles finissent leur grossesse d'une certaine manière un peu en accéléré mais ça permet de prendre ce temps où on sent un bébé bouger sur soi alors là il n'est pas dans soi mais il est sur soi, donc on finit un petit peu tranquillement ce moment qui a été un peu abrupt. Et en même temps, on construit son identité de maman, on crée une relation et le pot à pot, il est vraiment formidable sous plein d'angles différents. Et c'est juste magique. Mais après, enfin, moi personnellement, après les moments de pot à pot, quand je redéposais mon enfant, ma fille, enfin, enfin, des filles, euh, elle désaturait. Et ça me faisait mal un petit peu. Ça me peinait un petit peu. Je me disais, ah non, on est obligé de se séparer. Et bah, il fallait le faire, sinon après, elle désaturait. Elle n'était pas encore en confort. Mais
je culpabilise un petit peu des fois. En fait, tu te disais qu'elle désaturait parce qu'elle était plus aussi bien, parce qu'elle était plus contre toi, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui. Mm. Alors qu'en fait, rien que le changement de position peut provoquer cette désaturation. Oui, Souvent, les bébés, alors ça dépend lesquels, hein, mais les premiers poids-pots, des fois, ils pleurent au moment où on les installe. Alors les mamans, elles disent: oh, non, non, mais regardez, ça va pas, il est pas bien. Alors, on dit: attendez, prenez le temps, c'est parce qu'il était au chaud dans la couveuse, on oui, va c'est le changement, l'habiller, la voilà. transition. Et effectivement, bah, quitter maman, non, parce que alors, le bébé, le meilleur endroit du monde, c'est les bras de sa mère, hein. Il n'y a pas mieux. Donc effectivement, c'est encore, voilà, de dire: bah oui, moi je conseille aux mamans de le préparer à l'avance. De dire: bah là, écoute, dans 5 minutes, l'infirmière, elle va revenir, on va te recoucher. Bah tu sais, mais je recommencerai demain. Je sais que t'aimes pas trop, mais voilà, on est obligé de se séparer. Mais maman, elle pense à toi. Et puis voilà, de l'accompagner. C'est toujours accompagner. C'est intéressant, ça aide. C'est important, oui. Moi, j'ai appris, hein. Franchement, j'ai appris la communication avec les enfants et c'est très important. Surtout, enfin, moi, j'ai pu voir parce qu'elles étaient primaires, mais vraiment extrêmes. Et effectivement, les enfants, ils comprennent. Ils comprennent et ils ressentent. Tout à fait. Je me rappelle un jour, euh, j'étais venue et j'ai eu le pédiatre qui m'avait fait l'IRM de ma première. Et par la suite, il me disait que ben, c'était négatif. Donc, pas de matière, pas suffisamment de matière grise et que ça allait être catastrophique. Et ce jour-là, j'étais triste. Je vais même pas dire un peu, j'étais vraiment triste. J'étais vraiment désolée Pas bien. et pas bien du tout. Et il m'avait demandé vraiment j'étais sûre que je voulais continuer le soin, que c'était mieux de débrancher parce qu'il fallait pas insister, nan, nan, et tout. Et j'ai dit non, j'irai jusqu'au bout, donc pas de souci. Mais en même temps, ça me peinait parce que je me disais, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Parce que le monsieur, il me disait, Alors, Alors c'est super intéressant que tu parles de ça parce que je voulais en parler. C'est quelque chose moi qui me tient à cœur. Alors je suis pas médecin, mais je fais partie quand même des réunions qu'on fait des fois pluridisciplinaires où on dit aux parents: bah, il faut qu'on discute ensemble, venez, on fait le point. En fait, on fait le point sur la situation avec les parents. Alors pas forcément quand c'est catastrophique, hein. Juste, je trouve que c'est d'ailleurs ça devrait être obligatoire de pouvoir faire un point régulier avec les parents, surtout sur des hospitalisations très longues pour dire: voilà où on en est. On va vous informer de la situation, voilà comment c'était, comment ça a évolué, qu'est-ce qui nous inquiète, qu'est-ce qui nous rassure, voilà comment ça pourrait... Parce qu'on n'a pas de boule de cristal, donc on ne peut pas dire votre enfant il va faire ça, et puis ça va durer tant de jours, et puis il n'y aura aucune séquelle, et puis à 4 ans il fera ça. Déjà pour un enfant de base, où il n'y a aucun souci à la naissance, on ne peut rien prévoir de ce qui va se passer. Donc là avec la prématurité, c'est encore plus compliqué. Quand vraiment c'est catastrophique au niveau cérébral, on peut dire là, effectivement, on voit que c'est comme ça, et que du coup, bah, il ne pourra pas parler ou il pourra pas. Voilà. Mais il y a des fois, on ne sait pas trop. Ce qui est très important, c'est qu'il faut informer les parents. Il faut qu'ils soient au courant, qu'ils puissent poser leurs questions, qu'ils aient eu ce qu'on appelle une information éclairée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste balancer l'information et partir. Il faut être sûr que les mots qu'on a utilisés sont compris par les parents et qu'ils ont bien compris ce qu'on voulait leur dire. Mais les parents n'ont pas de décision à prendre. Ça veut dire que ça, c'est pas quelque chose qui est juste moi personnellement, c'est quelque chose que j'ai lu, des études qui ont été faites, enfin c'est des choses qui sont recommandées. Ça veut dire qu'on n'a pas à demander aux parents de prendre une décision comme ça, de dire est-ce qu'on arrête les soins ou pas. Ça veut dire qu'en fait on va leur demander leur avis, on va leur demander ce qu'ils en pensent, mais c'est à l'équipe médicale de prendre cette décision parce qu'ils ont fait des réunions avec d'autres équipes et qu'il y a eu un consensus et qu'il y a eu différents avis qui ont permis d'arriver à cette conclusion-là. Mais le parent, il ne doit pas être responsable, il ne doit pas porter sur ses épaules cette décision-là. c'est une charge assez lourde, hein. Et parce qu'on n'a pas. En fait, c'est comme si. Enfin, c'est un métier, en fait, hein, donc, c'est comme si on était plombier et que le plombier il venait vous voir et vous disait: bon, bah écoutez, voilà, il y a deux situations. Vous décidez qu'on fait quoi? Alors, soit le plombier il a expliqué en disant: bah voilà, telle première situation, ça coûte tant et je vous fais ça, et puis telle, voilà. Et donc on choisit, mais il n'y a pas de risque vital et tout. C'est-à-dire qu'après, au pire, on se dit: bah, ce plombier il était vraiment mauvais, je reprendrai un autre, quoi. Au niveau de la santé, après on peut faire des choix personnels, hein, de dire voilà, en tant que personne, je refuse ça. Ou alors on peut dire aussi je refuse de m'acharner, je préférerais, vu ce que vous me décrivez, etc. Voilà mon avis à moi. Mais c'est pas le parent qui décidera qu'on fera ça. Parce que par exemple, un bébé, je vais dire une bêtise, hein, mais par exemple un bébé qui a un bras en moins,
qui naît avec un bras en moins, les parents, ils vont pas dire, bah, cet enfant-là, il a un bras en moins, j'en veux pas, arrêter les soins. C'est pas recevable. Donc, on dit, enfin, les parents n'ont pas leur mot à dire dans ce truc-là. Les médecins vont dire, bah, écoutez, non, au niveau de la législation française, au niveau de ce qu'on connaît, des risques, des machins, ce n'est pas le genre de cas où on arrête les soins. Donc, on peut pas faire ce qu'on veut. Mais inversement, on peut pas dire aux parents, bah, allez-y, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On arrête ou on n'arrête pas? Non. Vous, enfin quand je dis on arrête ou on n'arrête pas, c'est est-ce qu'on poursuit la réanimation ou est-ce qu'on dit que du coup, voilà. Les parents n'ont pas à prendre cette décision-là. Ils doivent donner leur avis après avoir été informés, mais la décision finale, elle appartient à l'équipe médicale. En accord avec les parents, si possible, hein, bien sûr. Voilà. Et après, c'est tout un travail de communication, d'explication et tout. Hein. Je ne dis pas que c'est les médecins qui décident et les parents, ils n'ont pas leur mot à dire. Hein. C'est pas ça. C'est juste que c'est une petite nuance qui fait que c'est pas aux parents de choisir. D'accord. En tous les cas, moi, perso, je n'aurais pas été d'accord. Hein. Je serais battue jusqu'au bout. Ben, c'est ce que j'ai fait, hein, parce qu'ils me l'ont conseillé 2 fois. On m'a appelé 2 fois pour en parler. Et ben non, j'ai pas voulu et je regrette rien, sincèrement. Et après, ils ont réévalué. J'imagine Oui, qu'après, oui. ils ont laissé passer des semaines, ils ont refait des examens et ils ont réévalué. Et puis après, il y a des fois où quand on sent que c'est très très compliqué, eh ben on se dirige vers des soins palliatifs et on accompagne les parents et on prend le temps qui est nécessaire pour accompagner cet enfant. Et voilà, des fois, ça peut être des soins palliatifs qui durent 6, 7, 8 mois avec un retour à la maison. Enfin, mais c'est juste qu'on accompagne en ayant informé les parents. Mais on ne peut pas laisser dans la tête de ces parents que c'est eux qui ont choisi telle solution ou telle solution. Voilà, ils ont donné leur avis et puis on les a conseillés, on les accompagne de la meilleure façon qu'on peut. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de choses qui sont restées dans ma tête. Oui, ah bah c'est sûr. Et des phrases qui sont Ah restées, qui oui, marquent mais j'ai et des auxquelles phrases on qui sont pense. restées ou quand je vois, par exemple, dès que je vois une poussette, ben, j'ai une phrase qui revient tout le temps dans ma tête. Hein, c'est que il m'avait dit, ben, justement, ce même pédiatre m'avait dit, votre fille, elle sera toute sa vie en chaise roulante, elle sera légume, elle pourra pas aller à l'école comme les autres enfants et tout. Et du coup, je me suis dit, jamais j'achèterai une poussette pour ma fille. Et parce que je me suis dit que ça allait trop favoriser la chaise roulante. Donc, du coup, je vais pas, non, j'ai pas acheté de chaise roulante. Les deux, elles n'ont pas eu de chaise roulante, elles seraient fait. Je les ai mises au sol parce que comme je travaillais à la crèche et j'ai travaillé aussi avec les enfants à l'école, donc je me suis dit que ben, le sol, c'est la meilleure solution. Allez, hop, par terre. La poussette. Elles ont marché assez vite avant la date prévue. Tout a été fait avant la date prévue. Donc, je me suis dit que, effectivement, bah, je regrette pas d'avoir été têtue. Hein, Maintenant, c'est que du bonheur, tout ça, c'est derrière moi. Je peux en parler tranquillement, sans une larme. Je Oui, peux oui, en bien rire. Je sûr. peux en parler avec d'autres parents. Voilà. Parce que c'est un sujet qui est très difficile et effectivement, il faut une certaine distance pour pouvoir en reparler sereinement parce que Oui. c'est des moments qui sont très violents et Oui, mais preuve qu'il en c'est des est. Hein. chocs. Hein. Oui, C'est des chocs, c'est du traumatisme en fait, certains mots. effectivement. Et effectivement, nous, du côté médical et paramédical, on sent bien, et en tant que parents, on aurait exactement la même réaction. On a envie qu'on nous dise que ça va aller et combien de temps et en fait, c'est vrai que on fait au fur et à mesure, au jour le jour, et on peut rien promettre. Et après, au fur et à mesure des examens, on peut dire, bah oui, là, ça va mieux. Voilà, on peut raisonnablement penser que ça va bien se passer, mais au final, le suivi, enfin, du coup, tu l'as vécu avec tes filles, il est jour après jour, mois après mois, année après année, et Mm. chaque nouvel apprentissage est une victoire. Voilà, et chaque retard peut être accompagné pour que ça aille mieux et que le chemin, l'évolution suive son cours quand même. Mais Oui. effectivement, c'est pour ça que les soignants, ils peuvent avoir des mots qui sont blessants. Il faut faire très attention aux mots qu'on Oui, utilise. Du parfois, coup, ça fait. ça me permet de rebondir sur autre chose qui est assez intéressant aussi par rapport à la place des parents. Alors ça, pour le coup, c'est très personnel et toutes les soignantes n'ont pas forcément la même façon de faire, mais je trouve que c'est intéressant de le partager et qu'après, on adapte sa pratique aux parents auxquels on est confronté. À l'école de puéricultrice, on m'avait bien dit de faire attention, c'est-à-dire qu'en fait, les enfants dont on s'occupe ne sont pas nos enfants. Mm. On leur attache beaucoup d'émotions et enfin voilà, on aime s'occuper d'eux. Mais il y a certains parents qui vont peut-être être choqués, qui ont déjà du mal à trouver leur place de parents. Et si quand ils arrivent dans le service, ils entendent «Oh mon chéri, ah bah viens, mon petit cœur, ma petite puce», voilà. Si c'est des parents qui ont déjà du mal à trouver leur place,
bah, ils vont se dire finalement elle est plus à l'aise que moi, il a l'air vachement mieux dans ses bras, voilà. Après il y a des mamans et des papas qui au contraire ça les rassure parce qu'ils disent bah, Moi, quand je oui. suis pas là, voilà, quand je suis pas là c'est génial, elle a une telle affection pour Ça lui me que rassurait, voilà. oui. Mais du coup, ça dépend. Il faut, en tant que soignant, se dire qu'il y a des mamans que ça rassure, mais que certaines mamans qui ont du mal à trouver leur Oui, place. c'est C'est-à-dire ça. que les mamans que ça rassure, c'est les mamans qui savent que quand elles sont là et que leur bébé, il est bien avec elles. Mais les mamans qui ont du mal à se sentir maman, bah, c'est pas évident d'entendre quelqu'un Oui. voilà, dire oh, et mon chéri, et Mon machin. chéri, mon chaton. Ou alors c'est le mien, c'est moi qui m'en occupe. Pendant les répartitions des bébés, c'est le mien. C'est mon bébé, c'est moi qui m'en. Non, c'est pas notre bébé. Voilà, des fois, ça peut être violent ces petits mots perdus. Oui, Et puis tous les diminutifs, effectivement, loulou, chouchou, chaton et tout. Faut vérifier que la maman ça lui va parce que avec en fonction moi, des ça m'allait. cultures Franchement, ça m'allait. après en fonction des cultures il peut y avoir des fois des choses qui peuvent choquer donc en fait c'est pas qu'il faut pas le faire c'est juste qu'il faut le faire en étant conscient que chaque maman n'a pas les mêmes besoins et Oui, c'est qu'il ça. faut s'adapter voilà effectivement de voir si ça rassure et Mais si au enfin, contraire pour moi, personnellement, je le voyais plutôt ça bien parce rassurait. que je me disais que bah, si la personne qui s'en occupe, qui n'est pas sa maman, qui n'est pas de sa famille, bah, le considère comme son petit cœur, ouais, son petit chaton, ma petite puce et tout. Enfin, j'avais de tout, hein, j'ai tout entendu. Donc, du coup, c'était super pour moi. Je me suis dit, ben, pourquoi pas moi? Donc, moi, ça me poussait encore plus à l'accepter. Moi, ça, c'est Vous a mon... donné la voix, voilà. Voilà. Alors ça c'est super, mais effectivement, il faut juste être sûr que ça convient à la maman. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Parce que des fois, il y a des diminutifs qu'on n'aime pas forcément. Oui, Ou en fait, enfin, des histoires familiales où, je sais pas moi, un oncle qui nous appelait, je sais pas comment, et qu'on supporte pas ce diminutif-là, et que ça voilà, et lui que en allait, même temps, voilà. ouais, Donc, il faut trouver juste toujours le- individualiser et vérifier avec les parents si ça leur convient ou pas. Voilà. En tout cas, c'est vrai que c'est. Ah, après, c'est pas évident pour vous hein, de trouver le juste milieu parce que C'est ça, vouloir la bien bonne faire, ça position. peut blesser. Vouloir, c'est c'est vraiment du sport pour vous, hein. Non, en fait, il faut être à l'écoute. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester dans une pratique fermée. C'est-à-dire qu'il y a des choses où il y a des protocoles et on n'a pas le choix. Il y a des médicaments d'une certaine manière, il y a des soins d'une certaine manière, mais l'accompagnement, c'est quelque chose qui est basé sur l'écoute et l'observation. Et donc, de ne pas rester dans un oui, le pot à pot, on le fait comme ça, tout, je vous le mets comme ça, à telle heure, pendant tant de temps et tout. Bah, cette maman-là, ça lui convient peut-être pas de cette manière-là. Voilà, c'est vraiment comme ça que en fait, il faut observer pour laisser la place juste en fonction des besoins spécifiques de cette maman-là et à ce moment-là. Parce que les besoins que tu avais la première semaine n'étaient forcément pas les mêmes que les besoins que tu avais au bout de 4, 5 mois et au moment de la sortie. Donc, il faut aussi savoir, bah, rien n'est gravé dans le marbre. Quand une maman, elle a dit non, non, mais moi ça, j'aime pas, il faut revérifier au fur et à mesure que est-ce qu'elle aime toujours pas ou est-ce que finalement maintenant elle aime bien et voilà, s'adapter à l'évolution de chacun. Merci. Et bah, je sais pas, il me reste peut-être un peu de temps. Tu peux parler un petit peu. En fait, tu nous as expliqué un petit peu de Bididou. Alors, Bidibou. Bidibou, Bidibou. c'est comme. Alors, en fait, Bidibou, c'est comme la marraine dans Cendrillon, quand elle transforme la citrouille en carrosse. Ouais. J'aimais bien ce mot Bidibou parce que l'idée, c'était de donner un petit coup de pouce au-dessus du berceau, comme les marraines qui se penchent au-dessus Oui, du oui, berceau dans oui. les contes et qui disent voilà, tu pourras faire ci, tu pourras faire ça. Donc, l'idée, c'était d'apporter un peu de sérénité aux parents pour profiter de ce moment quand même unique de rencontre avec son bébé et de l'arrivée du bébé à la maison. Parce que des fois, on se rend compte qu'il suffit de pas grand-chose et d'un petit conseil et d'une petite aide pour que ce soit beaucoup plus serein. Et l'idée que j'aimais bien avec Bidibou, c'est qu'en fait, la fée, elle offre pas tout à Cendrillon sur un plateau. C'est-à-dire qu'elle lui offre pas le prince, elle lui offre pas tout. Elle lui dit, regarde, je vais un peu t'améliorer le quotidien. Et après, ma grande, tu te débrouilles. Oui, oui, Et bah tu oui. prends. Voilà. Et donc, je me suis dit, moi, c'est ça, en fait. L'idée, c'est pas, je fais pas à la place d'eux et j'amène pas une solution toute cuite. Mais je vais mettre le petit truc qui manque pour aider à transformer les choses qui peuvent être un peu freinantes, stressantes, pour que les parents trouvent des ressources en eux pour mieux vivre ce moment-là. Donc c'est comme ça que Bidibou a été créé. Il a été créé parce que justement je trouvais qu'on ne me laissait plus suffisamment de temps à l'hôpital
pour accompagner les parents, pour m'asseoir à côté d'eux, pour les écouter, pour accompagner l'allaitement, et que la rentabilité un peu forcée de tous les hôpitaux actuellement faisait que il fallait que ça tourne et qu'on ait moins de soignants pour s'occuper des bébés. Donc c'est sûr que quand on a plus de bébés, on peut moins passer de temps avec chaque parent, et que moi je suis persuadée qu'en fait la prise en charge des parents et l'accompagnement des parents dans la prématurité, c'est une prévention pour la suite. Parce qu'en fait, il n'y a pas que l'état de santé de l'enfant. C'est-à-dire que si on rend un bébé en pleine santé à ses parents, mais qu'à côté de ça, on a des parents qui sont totalement épuisés, démunis, qui sont stressés, qui n'ont pas confiance en eux, qui n'ont pas trouvé leur place auprès de ce bébé-là, ça ne sert à rien en fait. Et voilà, et ça me mettait très en colère de ne plus avoir ce temps auprès des parents, et le temps n'est pas quantifié et on ne peut pas le faire payer. Et comme à l'hôpital en ce moment, il faut payer les actes et tout ça, c'est pas pris en compte. Donc j'ai décidé de pouvoir continuer ce combat-là, mais à ma manière, et de les accompagner lors du retour à domicile. Mais j'accompagne aussi à distance des mamans qui sont encore en cours d'hospitalisation, pour soutenir leur allaitement, pour leur expliquer ce qui se passe, pour les aider à oser faire du pot à pot, et justement exactement le thème qu'on aborde, les aider à trouver leur place. On se dit, mais où elle est ma place? En fait, elle est là, et vous avez le droit de la revendiquer, parce que tous les soignants ne vous la laissent pas forcément. Donc voilà. Donc c'est comme ça qu'est né Bidibou, et donc ça a été inventé dans ma tête il y a au moins 2 ou 3 Par ans. une petite fée qui a fait Bidibou et qui t'a Voilà, donné. c'est ça. Et puis je me suis lancée l'année dernière, et en fait le contexte a fait que je me suis lancée, j'ai fait ma dernière garde à l'hôpital juste avant le confinement. Voilà. J'ai une frère qui nous a rejoint là. Une frère Oui, bonjour. Donc voilà, donc effectivement ça a donné disons que l'accompagnement à distance que j'avais envisagé de faire avant est devenu beaucoup plus habituel du fait du confinement, et du fait maintenant de la situation sanitaire. Mais je trouvais ça important de proposer 3 niveaux d'accompagnement. Le domicile dans la région dans le département dans lequel je me trouve. Et après, le à distance, parce que les mamans, des fois, elles ont un petit peu moins besoin. C'est vrai qu'au début, le présentiel est hyper important. Et puis après, on a pris ses marques. Mais des fois, on peut avoir juste besoin d'échanger une petite demi-heure au téléphone. Et puis après, on a besoin de ce petit cordon ombilical encore, où on a juste des SMS, où on va s'envoyer 2-3 SMS. Oh, en fait, il s'est passé ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. C'est pour ça que je voulais faire 3 niveaux d'accompagnement. Et à côté de ça, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est faire de la prévention et de la sensibilisation autour de la prématurité. Et c'est pour ça que je me suis mise sur les réseaux, où je suis sortie de ma zone de confort pour pouvoir justement apporter au maximum de parents possible des réponses autour de la prématurité, et de faire ce que je faisais au pied des couveuses, en réexpliquant aux parents l'allaitement, en expliquant le scope, en expliquant la couveuse, qu'est-ce que c'est que l'ictère, la photothérapie, comment une sonde et tout ça, et d'essayer de le faire pour un maximum de parents en faisant des petites vidéos ou en faisant des posts. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient. Ton fils, il est super. Eh ben merci. Ce qui m'avait attiré d'ailleurs, qui fait que je t'ai contacté. Il est top. Merci beaucoup. Donc, du coup, si quelqu'un souhaiterait te contacter, il fait comment? Elle fait comment? Alors pour me contacter, on peut me contacter via Instagram. J'ai rencontré des mamans comme ça. Sinon j'ai un site, donc c'est mariebidibou.com, www.mariebidibou.com, et dessus on peut m'envoyer des messages. Il y a mon adresse mail, il y a mon numéro de téléphone. Donc généralement on prend contact ensemble. Je propose un appel téléphonique d'un quart d'heure, 20 minutes, pour évaluer les besoins de la maman ou du papa ou du deuxième parent, voilà, parce qu'on a plein de familles différentes. Évaluer les besoins, voir comment je pourrais aider, et puis après on décide ensemble d'un type d'accompagnement, et puis les personnes après règlent sur mon site, et puis on fait les accompagnements en fonction de ce qu'ils ont choisi. Voilà, donc j'ai sur Instagram, j'ai sur Facebook, sur LinkedIn pour les professionnels de santé, et du coup pour les vidéos que je mets sur Instagram, je les mets aussi sur YouTube. Voilà, donc il y a plein de réseaux pour me retrouver. Et sur quel secteur tu interviens? Alors je suis en région parisienne, et je suis dans l'ouest parisien, je suis dans le Val d'Oise, voilà, dans le 95. On n'est pas loin. On n'est peut-être pas loin. Voilà, je suis limitrophe des Yvelines, je suis limitrophe de Sartrouville, Conflans, voilà, pas très très loin non plus du 92, voilà, l'ouest parisien.
Donc, tu interviens sur toute l'île de France ou uniquement... Alors non, après les consultations à domicile, généralement c'est des consultations d'1 heure et demie pour la première, puis d'1 heure. Et donc là, j'ai délimité un périmètre parce que la région parisienne, on a des petits kilomètres, mais on peut mettre 2 heures pour les faire. Ah oui. Donc du coup, j'ai quand même assez réduit. Sur mon site, j'ai fait un plan de la zone j'ai délimité. Après, je peux aller un peu plus en Île-de-France, mais en faisant des consultations de 3 heures, je me déplace un peu plus loin si je reste un petit peu plus longtemps. Et sinon, tout le reste, c'est en visio ou par téléphone, à distance. Et ça fonctionne très très bien puisque j'accompagne même, le hasard a fait que j'accompagne même des mamans qui sont à l'étranger, des mamans françaises à l'étranger. Et ça marche très très bien, même pour les allaitements. Je te souhaite que de Voilà. la réussite, je te souhaite que du succès pour vous. Merci beaucoup. Et c'est Merci une et bonne chose. merci beaucoup de donner la parole pour parler de la prématurité et du quotidien des Avec mamans plaisir. et Moi, des je suis soignants. maman de préma, donc Voilà, c'est important. c'est important pour moi. Ben, j'ai créé La mon histoire parole, justement dans ce but. Je voulais en parler un petit peu de mon histoire, aider d'autres parents par rapport à cette situation qu'ils connaissent pas forcément et tout. Et j'appréhendais un petit peu au départ. Mais 5 ans plus tard, je suis sortie de ma zone de confort. Je me suis dit, bon, ben, allez, hop, maintenant, je suis rassurée, elles vont bien. Ça fait un bon moment que j'ai pas eu de consultation, elles vont mieux. Ben, je peux en parler, je peux rassurer, elles sont des témoignages, elles peuvent rassurer aussi d'autres parents qui peut-être, tout à fait, après, comme je dis tout le temps, chaque enfant est différent, chaque personne évolue bien sûr. différemment, mais ça peut quand même rassurer, ça peut quand même aider. Oui, oui, la parole des parents est vraiment importante. C'est pour ça que l'association SOS Préma est vraiment très, très importante parce que justement, elle donne la parole aux parents Ouais. et grâce à ces journées parents, enfin ces journées soignants, elle permet aux soignants d'entendre le ressenti des parents. Et moi, depuis que je les connais quasiment depuis que l'association a été créée, et ben, ça m'a modifié ma façon de faire les soins et d'accompagner les parents. C'est-à-dire que par exemple, le premier accueil du papa, et bah après avoir entendu des témoignages de papa qui me disaient mais moi je m'en fous du scope, du machin, du truc, j'entends rien de ce que vous me dites, je me centre sur l'enfant, et ben j'ai modifié ma façon d'accueillir les papas et du coup ce que tu fais est très important parce que la parole des parents, et ben elle est importante aussi pour que les Oui. soignants y travaillent dans ce sens-là. C'est vraiment un travail Et collaboratif voilà, c'est ça. dans l'intérêt de l'enfant. Voilà. Voilà, exactement. Bon, bah, si tu n'as plus rien à rajouter, non, bah, Merci je te Thomas. remercie énormément. Oh non, mais c'est bon. Je te remercie énormément pour le temps que tu nous as consacré, hein, parce que je sais que... Avec plaisir. Donc, merci à tous ceux qui sont passés aussi, ben, qui nous ont suivis. Donc, je vais le mettre en IGTV sur mon feed. Donc, si tu veux, ben, tu le partageras Avec plaisir. et les autres personnes pourront le voir quand ils voudront, quand ils auront un moment. Super, c'est Voilà, je te gentil. remercie. Merci beaucoup à toi. Merci. Au revoir tout le monde. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée.